Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Il est des moments dans la vie où il n'est plus possible de rester spectateur d'un jeu dont on paie l'addition sans avoir choisi d'y participer. Il y a des moments où, après avoir exploré des pistes alternatives, individuelles et ou associatives pour résoudre les problèmes collectifs, il faut se rendre à l'évidence et reconnaître l'importance et la primauté du politique. Il y a des moments où la position confortable de critique patentée d'un système qui ne propose pourtant jamais d'alternative crédible à celui-ci n'est plus tenable. Il y a des moments où l'indulgence envers un système odieux qui coûte davantage à la patrie qu'il ne rapporte devient de la complicité. C'est le refus tant ajourné d'une telle complicité qui a motivé certains d'entre nous à entreprendre le travail dont les fruits se trouvent entre vos mains. L'histoire serait cependant incomplète si les auteurs de ce livre ne livraient pas quelques secrets de sa conception. Il manquerait au devoir d'honnêteté intellectuelle s'ils n'expliquaient pas aux lecteurs sa genèse et pourquoi ils ont rompu avec le projet initial d'accompagnement d'un prétendant à la magistrature suprême du Cameroun, choisissant l'ambition citoyenne contre la politique politicienne. Certains ont peut-être déjà découvert une version préliminaire et incomplète de ce livre, paru en 2009 sous l'intitulé Projet politique alternatif pour gouverner et moderniser le Cameroun, édition L'Harmattan, destiné à accompagner et à rendre crédible la candidature d'un postulant potentiel à l'élection présidentielle du Cameroun, M. Pierre-Marie Mila Assouté. D'autres découvriront cet épisode ex post. Certains d'entre nous avaient été prévenus et mis en garde quant au passé sulfureux de cet individu. Ceux-ci avaient néanmoins estimé que dans un pays où, malgré le retour au multipartisme il y a 2 décennies, les membres du parti au pouvoir ont continué de se comporter comme s'il n'y avait encore qu'un seul parti, les attitudes plus que contestables de ce candidat potentiel, communes aux élites politiques, pouvaient être abandonnées si la volonté de changement qu'il proclamait était sincère. Nous avons fait un bout de chemin ensemble, et nous devons humblement reconnaître que nous nous sommes trompés tant la jonglerie, la duperie et la manipulation semblent faire partie de l'ADN de ce monsieur. Il est certes légitime pour chaque Camerounais qui remplit les conditions de prétendre à la magistrature suprême de notre pays, mais nous ne pouvons soutenir une telle ambition que si elle s'accompagne d'une volonté inébranlable d'aider les citoyens à trouver des solutions à leurs problèmes cruciaux. Nous avons malheureusement découvert que la recherche de celle-ci ne faisait pas partie des priorités inscrites dans l'agenda du prétendant. Pire, nous avons découvert l'attachement de celui-ci aux pratiques douteuses qui plombent notre pays et que nous dénonçons avec force. Dès lors, la rupture devenait inéluctable. Ne pouvant tolérer de telles pratiques, le Conseil des forces pour la modernité du Cameroun, un think tank initialement de fait avant de devenir de droit, qui avait accepté de fournir de l'expertise aux postulants, a non seulement pris ses distances avec celui-ci, mais bien plus, l'a dénoncé. Le Conseil réaffirme une fois de plus ne plus avoir de lien direct ou indirect avec cet imposteur et beau parleur. Le fruit de nos réflexions nous appartenant, nous avons choisi en tant que citoyens de les verser au débat public. Enfin, certains contributeurs, du fait de leur position sensible, n'ont pas souhaité voir divulguer leur identité comme contributeurs. Parmi les autres contributeurs figurent Bidjoka Bondol Mebok, Kungu Léon, Manga Akoa François, Célestin, Mpako Priso Auguste, NGWE accent aigu Luc, Nila Jean Vespa, Nkwichu Nkwache Raoul. Introduction générale. Probablement sans que ses citoyens en prennent pleinement conscience, le Cameroun est à la croisée des chemins. Comme au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les Camerounaises et les Camerounais sont à l'heure des choix cruciaux. Soit nous choisissons la continuité et partons pour au moins un nouveau demi-siècle de quasi-esclavage, soit alors nous choisissons le changement véritable, et nous pouvons faire revivre l'espoir né de la bataille de la libération et poursuivre l'œuvre interrompue des pères de la patrie. Pour réaliser ce choix, nous avons un devoir de lucidité envers nous-mêmes. Un tel devoir impose de s'appuyer sur les acquis du passé, afin de dessiner l'avenir. Quant au présent, il est plus qu'inquiétant tant l'alcool, la débauche, la kleptomanie et le bling-bling se sont constitués en valeur et surtout en un héritage national encombrant auquel il faudra face pour le devenir du pays. À qui la faute ? Chaque génération porte une part de responsabilité, plus ou moins grande.
Commençons par la génération qui s'accroche au pouvoir 1. Après avoir récupéré pour la pure forme, donc sans son contenu, les slogans des combattants de la liberté de la patrie camerounaise, elle s'est confortablement installée dans la logique gestionnaire et fonctionnaire de l'État colonial et a maintenu ainsi ses compatriotes dans l'indigence. Contrairement à ce pouvoir qui n'a pas changé depuis 6 décennies, nonobstant un changement de personne à la tête de l'exécutif camerounais depuis le 6 novembre 1982, les combattants de la liberté avaient compris que seul un véritable projet politique et de société, une vision et une projection vers l'avenir pouvaient permettre une véritable transformation du pays et subséquemment de rompre à terme les chaînes de la domination. Ceux-ci étaient conscients du travail à accomplir et des efforts à consentir pour parvenir à la liberté, loin des joujoux et sucettes d'eux. Cette génération a contribué à l'installation d'un système politico-économique qui va à l'encontre de l'intérêt collectif, n'offre aucun réel avenir aux citoyens de notre pays, les condamne à la mendicité au lieu de cultiver le génie qui dort en chacun. Le résultat saute aux yeux de toute personne qui veut bien les garder ouverts. Le Cameroun, comme beaucoup d'autres pays de la sous-région, est un pays riche, peuplé en très grande majorité de pauvres. Près de la moitié de sa population, 48% exactement, vivrait en dessous du seuil de pauvreté selon une estimation de la CIA, Services secrets américains. L'Institut national de la statistique du Cameroun avait estimé en 2008 ce taux à 40%. Pire, cette génération qui a vécu les affres de la colonisation perpétue le système en devenant des colons à la place des anciens maîtres 3. Elle a ainsi contribué à rendre acceptable un système pernicieux où la flagornerie et les pratiques de cour font office de compétences, où le travail et les convictions ont disparu, où la satisfaction des seuls plaisirs de la chair devient le seul mode et horizon d'existence, où le superflu et l'inutile constituent la référence, où la pensée a déserté l'espace social laissant la place au ronron des titres et à l'insoutenable vacuité et légèreté des discours qui l'accompagnent. Triste legs quand vient l'heure du bilan personnel et collectif. Les générations nées après les indépendances portent malheureusement, elles aussi, une responsabilité non négligeable dans la situation dans laquelle se trouve notre pays. Elles se sont rapidement engluées dans la logique du matériel comme unique valeur de l'existence humaine et du consumérisme subséquent, en s'accommodant de la corruption endémique du système. La préoccupation d'une grande partie de ces générations a été et reste l'admission au club des nantis, ceux-là qui profitent sans compter des richesses collectives. Comme leurs aînés des années 50, faire des efforts se limite à réussir ses études, c'est-à-dire obtenir les diplômes. L'étape suivante est alors la recherche d'un parrain qui facilite l'accès au club des nantis. Son permis d'accès à la mangeoire en poche, elle peut se livrer aux jouissances les plus prisées, l'accumulation compulsive et ostentatoire comme unique marqueur d'existence dans les républiques bananières. Gouvernée par la logique du ventre, comme imaginaire social et sociétal ainsi que mode d'action, cette génération a même perdu sa capacité de s'indigner, perpétuant ainsi la demande de François Mitterrand à Félix Houphouët-Boigny en 1950 de voir ce dernier s'occuper de tous les sujets intéressant la colonie, la Côte d'Ivoire, à l'exception de la politique, c'est-à-dire aussi des projets de société. Ces mêmes générations sont enfin fautives de s'être contentées d'une fierté malsaine et d'incantation. En moins de 2 décennies, le Cameroun est ainsi passé sur la scène internationale d'un pays respecté à un pays raillé, qui se fait remarquer par ses excentricités, en particulier la corruption, la consommation effrénée d'alcool et de voitures 4x4. Cette situation est loin d'être le fruit du hasard. Au lieu de se comparer aux meilleurs pour avancer, de nombreux Camerounais préfèrent se mesurer aux plus médiocres du continent pour s'autosatisfaire. Pendant ce temps, avec la résurgence des maladies que l'on pensait d'une époque révolue, le choléra par exemple, les délestages, les Camerounais peuvent enfin mesurer combien le pays a reculé. De fait, à défaut d'un changement radical, ces générations ne pourront rien accrocher à leur actif comme legs aux générations futures. Ce constat étant posé, il est temps que chaque génération découvre ou redécouvre son devoir envers la patrie. C'est dans cet esprit que s'inscrit notre contribution, celle d'un groupe de Camerounaises et de Camerounais qui ne supportent plus l'étouffement du potentiel de notre pays, ni cet esprit de liquidation des affaires courantes qui gouverne le Cameroun.
Il ne tolère pas non plus l'enfermement des Camerounais dans les logiques du consumérisme du matériel comme seul horizon d'existence. Quel est ce pays où la culture a disparu de l'espace social, où les librairies n'existent quasiment plus et les livres sont couverts d'une épaisse couche de poussière à même le sol alors que les bouteilles de bière, quotidiennement lustrées, trônent sur les présentoirs à tous les coins de rue? Quel est ce pays où le principal lieu du savoir qu'est l'université n'a pas de bibliothèque? Ces Camerounais n'acceptent plus le discours nationaliste incantatoire ne correspondant à aucune réalité, ni la logique de tour de rôle d'accès à la mangeoire tout en perpétuant l'indigence. Quel est ce pays qui accuse perpétuellement les autres d'être responsables de ces maux, mais dont les dirigeants et les citoyens se gargarisent d'aller soigner le moindre rhume chez leur bourreau? Quel est ce pays qui, sachant qu'il pleut plus de la moitié de l'année, n'a pas résolu la question de l'accès à l'eau potable pour tous depuis l'indépendance alors que c'était aussi l'objectif de la lutte pour la liberté? Last but not least, ces Camerounais ne supportent pas davantage la fermeture de l'espace social par de vrais faux débats, les vraies fausses considérations qui font injure à notre intelligence, en l'occurrence la dualité du pour ou contre le président Biya, du pour ou contre sa candidature qui sature l'espace social, empêche de poser les vrais débats sur le Cameroun. Cette contribution, même si elle ne s'inscrit pas dans le schéma traditionnel de recherche du pouvoir, est néanmoins éminemment politique. Elle constitue une participation et une invitation au débat politique et citoyen sur le devenir du Cameroun, participation qui refuse le cantonnement aux faux débats imposés pour poser les vrais problèmes du pays. N'ayant pas les contraintes des partis politiques ou des entrepreneurs politiques, notamment la tentation de la démagogie et du populisme, elle se veut audacieuse mais réaliste. Elle se divise en plusieurs parties. La première revisite les contours de la patrie. Il est pour ce faire question des institutions et d'abord de celles qui fédèrent chacun de nous, l'État. Partant du constat que l'État que nous avons hérité des colonisateurs a conservé son esprit ainsi que ses pratiques coloniales, et remplit parfaitement son objectif de dressage et d'asservissement des citoyens, mais qu'un tel objectif ne correspond pas aux aspirations des peuples du Cameroun, il s'agit au minimum de le reformer et si possible de le refonder. Pour cela, il faut que la machine administrative soit au service du peuple et non un instrument destiné à étouffer les libertés et à broyer les initiatives des populations. Composante essentielle de l'État, l'armée doit elle aussi être repensée afin qu'elle ne soit plus à côté du peuple mais dans le peuple et au service du peuple. De ce point de vue, la formation des forces de défense et de sécurité est fondamentale. Cette première partie traite de deux autres sujets très importants pour la patrie camerounaise, la diplomatie et la diaspora. Dans un monde d'injustice où les grandes puissances continuent d'imposer leur volonté au reste du monde, la diplomatie camerounaise doit être active, vigilante et astucieuse. Elle doit nouer des partenariats stratégiques, sans sacrifier la défense des intérêts du pays. Elle doit pour cela s'appuyer sur l'apport de la diaspora camerounaise, très nombreuse dans certains pays. Cette diaspora doit retrouver toute sa place dans l'échiquier politique national. Le très récent octroi du droit de vote aux Camerounais résidant à l'extérieur du pays ne doit surtout pas servir d'alibi, ni être considéré comme une faveur, mais comme un retour à la normalité. Souvent écartée de la vie politique pour son indocilité, la diaspora dans sa diversité ne doit plus seulement servir à apaiser les tensions sociales par les envois financiers aux familles restées au bercail. Cette mise à l'écart de la partie non soumise de la diaspora de la prise de décision a certes permis aux autorités camerounaises de camoufler leurs insuffisances, mais elle a dans le même temps privé le pays d'une expertise inestimable. Elle doit retrouver toute sa place et même davantage. Jalouse de sa liberté et libre de ses choix, elle est vraisemblablement aujourd'hui la principale force apte à impulser le développement du Cameroun. Elle ne doit pas se dérober à ce devoir. La deuxième partie pose les bases de la refondation de l'économie camerounaise. Celle-ci va de pair avec la réforme des institutions. Il s'agit de sortir de l'objectif de fournisseur de matières premières qui avait été assigné à l'économie camerounaise il y a plus de 50 ans. Sans minimiser les contraintes et en valorisant son potentiel, l'économie camerounaise a les moyens de se développer. Elle a en particulier les capacités de répondre aux défis de la construction de ses infrastructures.
Ces dernières n'étant optimales que si elles sont pensées au niveau sous-régional, le Cameroun a la faculté de porter un tel projet. Il faut pour cela que ces hommes capables se révèlent. Abondamment doté en rivières et fleuves, le Cameroun a les possibilités de répondre aux défis de la production d'une énergie suffisante pour son économie et même une partie de la sous-région, et de surcroît durable car renouvelable. Pour s'inscrire définitivement dans la piste du développement, le Cameroun a besoin d'une fiscalité innovante. Il a besoin de combattre la corruption devenue endémique, mais qui peut sinon disparaître, du moins significativement reculer s'il y a une réelle volonté politique. C'est la raison pour laquelle la refondation économique est indissociable de la refondation politique. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle, le Cameroun peut définitivement écarter le spectre de la famine en stimulant son agriculture et en initiant une industrie agroalimentaire. Devant les évolutions des modes de vie, le Cameroun doit initier une politique familiale qui vise à conserver le meilleur de la famille traditionnelle tout en s'adaptant aux évolutions dictées par la modernité. D'où l'urgence et la nécessité de finaliser enfin un projet de code des personnes et de la famille, longtemps différé par différents gouvernements. En l'état actuel du processus du dit projet de code, il importe d'impliquer toutes les composantes de notre société en ouvrant un débat constructif, à travers par exemple les États généraux sur la famille au Cameroun. Il s'agit d'amorcer un véritable processus de modernisation des mœurs, des us et coutumes. Les facteurs économiques sont à intégrer dans le dit projet, dont l'objectif est de moderniser notre société. En effet, les différents chantiers économiques nécessitent des financements importants. Ceux-ci peuvent être obtenus grâce à une ingénierie financière adaptée et orientée vers le développement. Les moyens financiers ne manquent pas au niveau mondial. À partir des initiatives appropriées, le Cameroun peut attirer des financements pour ses infrastructures, son énergie et les autres secteurs de son économie. Les autres parties de ce projet de société sont consacrées à l'éducation, à la culture, à la santé, au sport, au genre, aux nouvelles technologies, à l'habitat, aux questions foncières, etc. Pour des raisons d'édition, elles paraîtront ultérieurement. Première partie. Repenser l'État et ses institutions au Cameroun. L'État est aujourd'hui l'organisation sociale prééminente dans toutes les sociétés du monde. Il est au cœur de l'ordonnancement et de l'évolution de la cité, des rapports entre les individus, etc. Il est donc au centre de la vie des citoyens dont il organise les rapports tout en prenant certains à sa charge. Cette présence se manifeste aussi bien à travers ses institutions que les pratiques quotidiennes de ses agents, ainsi que les rapports que les populations entretiennent avec cet État. Pourtant, l'État en Afrique, notamment son action, son fonctionnement voire de son existence effective suscite toujours des interrogations, de la méfiance et de la réserve aussi bien chez les individus que chez ceux qui l'étudient. Une constance se dégage quel que soit le parti pris, à savoir que l'État en Afrique constitue un avatar de la forme générique ou du modèle européen dont il est le produit historique. Et les explications d'une telle catastrophe oscillent et mêlent souvent une vision de sa domination post-coloniale, une lecture culturaliste, inadaptation de l'État aux structures et réalités sociales, une défaillance de ces structures, en particulier ses institutions. Ce dernier aspect est plus souvent privilégié lorsqu'il s'agit d'envisager son amélioration ou sa réforme. C'est ainsi que les querelles politiques des années 1990, alors qualifiées de démocratisation, se sont cristallisées sur l'aménagement des structures, liberté de presse, d'association, de la justice, constitution, mandat, etc. C'est aussi ce qui est davantage privilégié dans une lecture de son évolution au niveau international. Le président des États-Unis Barack Obama, lors de sa première visite en terre africaine en tant que président américain, disait à cet effet : « L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais des institutions fortes. » Si l'on ne peut nier la place et le rôle des institutions dans la transformation de l'État, si les propos du président Obama invitent à la dépersonnification de l'État, il reste que les institutions et leur application sont étroitement liées à la manière dont l'État est pensé et perçu aussi bien par ceux qui en ont la charge que par ceux qui le subissent au quotidien. Et la dépersonnification à laquelle invite le président Obama
est à la fois un produit et un moyen d'une transformation de la perception et de la pratique de l'État. Le Cameroun, depuis son accession à la souveraineté internationale, a conservé l'État colonial ou précisément une perception coloniale liée aux pratiques de la mise en œuvre du procès de colonisation. Héritage encombrant dont les individus ont été moulés, il continue malheureusement de peser lourd dans la transformation et l'évolution de la cité ainsi que la vie des concitoyens. Comme au temps colonial en effet, l'État est perçu et vécu comme une simple machine oppressive qui asservit et avilit ses citoyens. Et les agents de l'État, à commencer par la police et la justice, symbolisent cette brutalité, cet arbitraire. Dans ce cadre, les missions de l'État à l'égard de ses citoyens, y compris le droit à la vie, sont des faveurs. Elles sont le fait de la magnanimité de certains, de leur bon vouloir. L'État est aussi une sinécure, ce lieu de rente et de pouvoir pour ceux qui se mettent à son service. Il symbolise alors un enfer pour les populations parce que ses rapports avec celles-ci, par l'intermédiaire de ses agents et de ses institutions, sont marqués par la soumission, la déférence avilissante, la brutalité. Il s'est constitué enfin comme le seul lieu et moyen pour accéder à une vie digne. Chapitre 1 de la geste coloniale de l'État et de la société camerounaise. La colonisation et ses dérivés, post-colonie, se sont constitués en Afrique en un fonds de commerce idéologique et politique inépuisable. Ils autorisent des usages divers dans la société camerounaise. En effet, il suffit de les mobiliser pour devenir crédibles par la médiation de l'attribution du label de patriote ou de nationaliste. Sur le plan politique, ils font office de programme pour les prétendants ou les gestionnaires de l'État. Sur le plan scientifique, l'absence des transformations politiques, échec de la démocratisation, ou encore le maintien de l'indigence humaine et sociale, sous-développement, pauvreté, sont expliqués en partie par le soutien postcolonial aux dictateurs pour l'un et la détérioration tout aussi postcoloniale des termes de l'échange pour l'autre. Tout se passe alors comme si c'est le maintien de la post-colonie dans tous ses aspects, ou plus précisément l'influence extérieure, en l'occurrence de l'ancienne puissance coloniale qui diligente voire subordonne, au sens militaire du terme, les choix sociaux et sociétaux qui sont faits. Par exemple, est-ce que c'est la puissance coloniale qui nous oblige à préférer accumuler les voitures 4x4 et manquer d'eau potable depuis l'indépendance ? Est-ce que c'est elle qui nous interdit d'éduquer nos enfants, d'organiser la santé des Camerounais ? Est-ce que c'est elle qui nous oblige à préférer le bling-bling et de patauger dans une insalubrité inqualifiable ? Pourtant, cette explication de tous les maux, même les plus élémentaires, du continent africain par le biais de la colonisation et de la post-colonie, qui fait injure à l'intelligence des Africains, s'est progressivement constituée en un héritage indépassable depuis des générations. Ce combustible permanent de politique intérieure fournit ainsi des démons défouloirs et repoussoirs aux Camerounais, et fait exister par ce biais le groupe social dénommé Cameroun. Et les pratiques qui ont eu cours sous la colonisation occupent une place de choix dans cette entreprise. On y dénonce pêle-mêle le règne de l'arbitraire, de la terreur, les humiliations et vexations que font subir les administrateurs coloniaux et leurs auxiliaires noirs, le déni de la dignité et de la qualité d'homme aux indigènes, les usages des positions acquises par les auxiliaires indigènes, le racket des agents, le pillage des ressources collectives d'un pays pour des usages extérieurs, etc. Des générations entières depuis les indépendances sont bercées par cette critique à travers les livres d'histoire, la littérature, les discours politiques, la musique. Une conception et une pratique coloniale de l'État après l'indépendance. Mais, qu'est-ce qui a réellement changé au Cameroun depuis l'indépendance ? Force est de constater que sur le fond, pas grand-chose. C'est toujours le règne de l'arbitraire et de la terreur, des vexations et humiliations, des usages personnels de l'État à tous les niveaux. C'est toujours le règne de l'indigence humaine et sociale. La vie est elle-même devenue une faveur consentie aux individus, comme au temps colonial. Et l'accès à la dignité humaine est encore lié à la magnanimité du prince. Comment peut-il en être autrement dès lors que l'indépendance est devenue simplement le droit des indigènes à assurer leurs propres affaires, c'est-à-dire aussi de prendre les places de domination occupées par les colons et de faire à leur place le travail de dressage des indigènes. En fait, la geste coloniale travaille en profondeur la société camerounaise.
Et les pratiques coloniales pourtant dénoncées se sont muées en mode d'organisation et de fonctionnement sociétal, ainsi que d'existence sociale. Sorte sociale, elles habitent durablement l'ensemble des citoyens et transparaissent dans leurs pratiques et leurs rapports quotidiens. Du président de la République au planton d'une administration en passant par tout agent de l'État, magistrat, enseignant, agent de police et du fisc, guichetier de la poste, etc. L'arbitraire, l'asservissement synonyme de pouvoir constitue le mode normal de fonctionnement. Tous partagent une perception identique de ce que l'appareil d'État offre richesse et puissance, comme le disait un administrateur colonial à Amadou Hampâté Bâ. Entrer dans l'État et y occuper une position signifie la fin de l'indigence humaine et le moyen d'asservir, de manifester sa toute-puissance. En effet, les formes d'achat d'accès à l'appareil d'État, concours ou de carrière dont les effets sur l'évolution du Cameroun ne tarderont pas à se manifester, traduisent cette perception de l'État comme un moyen de sortie de l'indigénat. En témoigne le débat sur la liste de fonctionnaires milliardaires qui a circulé sur Internet. Alors que dans la plupart des pays, l'enrichissement est lié à un entrepreneuriat, au Cameroun, il est lié à une relation directe ou indirecte avec l'État parachevant du même coup de faire de celui-ci le seul agent économique. Le Cameroun présente en effet cette étrange caractéristique de voir ses agents publics les plus nantis de l'ensemble de la société, et de subordonner toute forme d'entrepreneuriat à une proximité ambiguë avec l'État. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette nébuleuse professionnelle appelée « homme d'affaires ». Excroissance des agents publics, parce qu'émargeant au budget de l'État, leur sortie de l'indigence en est étroitement liée. Cette situation est d'autant plus symptomatique que l'appareil d'État a vampirisé l'ensemble de l'espace social. D'ailleurs, on ne parle et ne se définit qu'en termes de positions occupées directement ou indirectement au sein de l'appareil d'État, manifestant ainsi non seulement la sortie de l'indigence, mais aussi son degré de puissance. Et l'usage de la puissance publique qu'offre l'appareil d'État rappelle le temps colonial. En effet, elle permettait à un administrateur colonial par exemple d'exproprier les terres des indigènes. Cette puissance publique permettait aussi aux auxiliaires de racketter les indigènes. Aujourd'hui, l'usage de la puissance publique pour s'approprier les biens des citoyens ou le racket de ceux-ci est devenu une pratique courante aussi bien chez les agents de l'État que chez ceux qui peuvent directement ou indirectement la mobiliser. Bien plus, les tournées, les déplacements des agents de l'État, sous-préfets, préfets, ministres, etc., s'apparentent à ces tournées des administrateurs coloniaux pendant lesquelles les indigènes devaient manifester à travers des fastes, des célébrations folkloriques et leur présence, leur allégeance à la France au risque d'être taxés d'ennemis et subir l'opprobre, notamment en termes de politique publique par exemple. Comme au temps colonial, la déférence avilissante est au cœur de la perception de l'État et de sa pratique chez ceux qui en ont la charge à quelque niveau que ce soit. Et l'exercice du pouvoir ou de l'autorité entre agents au sein de l'appareil d'État reste identique à la pratique coloniale. En effet, l'administrateur colonial se devait pour manifester son autorité, d'être le dernier arrivé au bureau, de faire attendre ses interlocuteurs, marquer une certaine distance hautaine vis-à-vis de ses subordonnés et auxiliaires. Il devait exiger d'eux une certaine déférence attestée par des postures langagières, « oui mon commandant », physique, garde à vous, etc. Cette pratique reste courante aussi bien dans les administrations d'État que les institutions privées. De l'État, un enfer pour les citoyens. Les rapports qu'entretiennent les individus avec l'État dans tous les segments et à tous les niveaux sont imprégnés de ces mêmes syndromes de pratiques coloniales. Si se frotter à l'administration coloniale renvoyait hier à des pratiques douloureuses, travail forcé, impôts, humiliation, vexation, déférence, le contact des Camerounais avec leur appareil étatique est jalonné par les mêmes pratiques de déférence, de raquette, de vexation et d'humiliation. Quelle différence y a-t-il entre l'obtention d'un laissez-passer hier et une copie certifiée d'un papier administratif aujourd'hui ? Aucune. Les deux relèvent du bon vouloir d'un individu et nécessitent déférence avilissante pour leur obtention. Qu'y a-t-il de différent entre l'impôt de capitation et ses utilisations différenciées dans la mise en œuvre par les administrateurs coloniaux, les collecteurs, et l'impôt actuel et ses usages par les agents qui en ont la charge ? Les deux constituent une forme de raquette,
un moyen de soumission et d'allégeance et relève dans leur application du sentiment toute-puissance et de l'arbitraire des individus. Quelle différence y a-t-il entre le métier et les pratiques des gardes égoutiers de l'époque coloniale et les agents de police d'aujourd'hui? Hier, ils se présentaient pour arrêter celui qui n'a pas payé l'impôt de capitation, celui qui n'a pas exécuté le travail forcé ou encore est soupçonné de non-allégeance. Hier, ils bastonnaient pour se défouler et manifester leur puissance. Aujourd'hui, ils bastonnent pour les mêmes raisons. Ils arrêtent, emprisonnent pour des pratiques de racket ou de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.